Bonsoir, bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Le président du Conseil italien, Enrico Letta, a remis aujourd'hui sa démission au président Napolitano. Enrico Letta qui s'est fait débarquer par son propre parti, le Parti démocrate. Un nouveau coup de théâtre dont la politique italienne est seule, il faut bien le dire, à avoir le secret. Tout au long de la semaine, ce fut le cri d'alarme de la communauté internationale sur la situation en Centrafrique. Amnesty International dénonce un nettoyage ethnique, l'UNICEF dénonce des actes horribles contre les enfants et ce soir, on apprend que la France décide d'envoyer 400 hommes supplémentaires en Centrafrique. François Hollande a effectué une visite d'État de 3 jours aux États-Unis. Avec Barack Obama, ils ont célébré une alliance extraordinaire et on va en parler avec nos invités de cette alliance, savoir si elle est si extraordinaire que cela. Et enfin, le Conseil d'État, vous le savez, s'est prononcé ce vendredi sur l'affaire Vincent Lambert, un jeune homme dans un état de conscience minimal. Le Conseil d'État qui demande une nouvelle expertise médicale. Alors faut-il laisser partir Vincent Lambert, mais surtout faut-il aller plus loin que la loi Leonetti et légaliser peut-être un jour l'euthanasie en France pour les patients atteints d'un mal incurable. Ce vendredi, nous sommes avec Alice Tout-le-Monde. Bonsoir Alice, éditorialiste pour Cartooning for Peace, enfin directrice éditoriale plus précisément, Cartooning for Peace qui réunit une centaine donc, de dessinateurs du monde entier qui se battent notamment pour la liberté d'expression. Ziad Imam, bonsoir Ziad. Bonsoir. Directeur du mensuel Afrique Magazine. Je monte la une pour le Maghreb, Tunisie et maintenant, point d'interrogation. Et pour l'Afrique subsaharienne, François Hollande, le pouvoir et les femmes. On saura tout grâce à Afrique Magazine. Presque tout. François Dorcival, bonsoir. Bonsoir Vanessa. Éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine. Et avec nous, Francis Patindé. Bonsoir Francis, journaliste indépendant et enseignant à Sciences Po Paris. On va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, Matteo Renzi, qui est le chef du Parti démocrate et qui pourrait bien demain devenir le prochain président du Conseil italien. Matteo Renzi, c'est celui qui a poussé Enrico Letta à la démission et il annonce aujourd'hui des réformes ambitieuses pour l'Italie. Nous estimons qu'il est maintenant nécessaire d'ouvrir une nouvelle phase et d'avoir un nouveau gouvernement en mesure de poursuivre cette législature et de mettre en place au sein de la coalition un programme économique et social large et ouvert. François Dorcival, on a un peu du mal quand même à comprendre cette démission. C'est le chef du Parti démocrate qui renvoie le numéro 2 du Parti démocrate, qui promet de faire plus de réformes alors que l'Italie sort quand même aujourd'hui un peu de la récession. Alors c'est quoi cette histoire? C'est encore de la politique à l'italienne, on n'y comprend rien? Si, on y comprend très très bien et ça prouve d'abord que l'Italie va mieux. Mais elle va mieux économiquement. Et au fond, elle le doit à ce que Mario Monti a fait. Et lui, il l'a fait effectivement en 1 an, puisque les élections ensuite ont changé tout ça. Avec Matteo Renzi et Enrico Letta, nous revenons à la politique traditionnelle italienne, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du même parti, le président du Conseil sortant est sorti par celui qui prend des forces. Et c'est le maire de Florence, Renzi, qui prend des forces. Pourquoi prend-il des forces? Parce que précisément, il a, dans la primaire, pour la tête du Parti démocrate, il a affirmé sa puissance à travers la mobilisation qu'il a obtenue. Et donc cette mobilisation lui a donné des ailes. Les ailes l'ont conduit à avoir plus d'ambition et par conséquent à dégager celui qui était là. Là, nous sommes dans la politique la plus classique en Italie. La question c'est, quelle est maintenant la nouvelle majorité qui va pouvoir se dégager? En réalité, elle sera probablement la même. Est-ce qu'il va rester, lui, jusqu'à l'échéance de cette Assemblée, c'est-à-dire jusqu'en 2018? Cela, nous n'en savons rien. Ziad Imam, je vous vois sourire, c'est cette politique italienne. D'ailleurs, on ne peut voir qu'en Italie ces coups de théâtre. Ce qui est un petit peu triste, c'est que la gauche italienne, qui a besoin de toutes ses forces quand même pour proposer une alternative au berlusconisme qui, même si le grand-père est parti, le parti existe, et tout ça est toujours là en Italie, puisque l'Assemblée est pratiquement partagée, grosso modo 50-50. Donc cette gauche italienne se ridiculise un petit peu sur ce genre d'opération, et on voit bien dans le petit reportage que vous avez passé que l'opinion publique comprend que c'est des affaires d'appareil et que ça ne représente pas l'opinion publique. Alors,
Peut-être que l'État était un petit peu terne, qu'il manquait un petit peu de glamour. C'est vrai que celui-là, il a l'air d'un type jeune, un peu acteur, comme ça, un petit peu... Ambitieux, je vais réformer l'Italie, 39 ans. mais les Italiens savent très bien que ce discours « je vais changer l'Italie Oui, oui. D'abord, Berlusconi leur a servi pendant 15 ou 20 ans « je vais changer l'Italie ». Ça a bien marché quand même, il faut dire. Oui, parce qu'il mais est quand même resté 17 ans au pouvoir, il y a une Berlusconi. fascination pour ce type de golden boy, je peux comprendre, mais sur le fond, c'est-à-dire sur le fond de la démocratie italienne, est-ce qu'elle est servie par ces, on en a parlé 1000 fois sur ce plateau, par ces changements permanents, par ces combinations, ils ont inventé le mot, donc je pense que c'est pas bon pour la démocratie. Et puis alors l'autre aspect, c'est que l'Italie peut très bien fonctionner sans finalement, puisque petit à petit elle sort de la crise, ça reste un grand pays européen. Il ne s'est pas disloqué, il ne s'est pas effondré, il n'a pas fait faillite. Bon, c'est quand même que c'est un pays qui a de l'énergie et qui a peut-être pas besoin d'avoir un système politique particulièrement performant. Ou ils ne veulent pas peut-être d'un système politique particulièrement performant. Francis Patinet, quel regard vous portez sur cette vie politique italienne? Je pense que c'est ça du bon. Ce qui vient de se passer ne touche pas la structure même de l'État italien. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur d'un parti de centre-gauche et tout. Bon, c'est une nouvelle génération qui arrive aux affaires aussi, il faut voir ça comme ça. Et bon, il lui dit de se pousser pour qu'il prenne sa place. Et après, bon, lui, il est assez malléable, il est assez transversal, il est assez souple, et pour pouvoir peut-être élargir même la majorité actuelle. Oui, alors il faut bien se dire qu'il y a quand même 150 députés qui bloquent tout ce système, sont les députés de M. Grillo, hein, le fameux humoriste, etc. Bon. C'est vrai quand Francis parle d'une nouvelle génération. Cette nouvelle génération, elle n'est pas vraie seulement au centre-gauche. Tous les ministres qui ont été envoyés là par le parti de Berlusconi sont des ministres jeunes. Et donc une nouvelle génération aussi. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire. Il y a quand même un moment où les Italiens vont être obligés de se réconcilier avec le suffrage direct. Ce que disait un des Italiens interviewés, il dit c'est quand même bizarre que dans ce pays, l'exécutif, d'une manière générale, ça passe par les appareils, par les partis. Bon, il y a des élections, mais on ne peut pas décider. Je pense que ça... Mais il y a un projet de réforme de loi électorale, en tout cas, qui est sur la table. Il est sur la table, il a pris de la poussière, il y a les toiles d'araignée, il y a les lobbies qui interviennent à tous les étages pour dire... Non, je pense que vraiment, le pouvoir est devenu quand même... en plus... Quelles sont ses relations avec l'Europe? Moi, je ne connais pas bien ce dossier. Bonne. C'est ce qui compte, c'est aussi l'Europe. Très, très européen. D'ailleurs, les marchés ont très bien accueilli. Mais bien sûr, mais naturellement, parce que je vous dis, ça prouve que l'Italie va mieux. Et d'ailleurs, elle va mieux puisque ses emprunts, elle les paye désormais 200 points de base de plus que les Allemands, ce qui veut dire qu'elle se rapproche énormément des taux allemands à 10 ans. Mais le taux de chômage est encore élevé. Ah oui, 12%. Bien sûr, Dans certaines régions, ils sont plus forts que nous. Ouais. Donc 40% chez les jeunes. Alice, est-ce que vous avez des dessins à nous montrer? Est-ce que des caricatures qui sont un peu d'un autre point de vue que ce qui vient de s'exprimer ici sur ce plateau. C'est des ça dessins nous qui viennent intéresse, d'Italie, Oui. de dessinateurs italiens. Désolé. Et ils s'en prennent assez fortement à Enrico Letta, mais pas seulement, surtout à Matteo Renzi, qui voit arriver, débarquer ce jeune très ambitieux. Donc là, vous voyez à l'écran un dessin de Forattini, qui est un grand dessinateur italien, qui a dessiné pendant très longtemps dans la République, à la Stampa. Ça, c'est un dessin du jour. Alors, je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez. Donc, c'est Renzi qui prend le siège de l'État, mais en fait, il tombe directement dans le trou. On ne peut plus clair. Là, c'est un dessin de Mauro Biani. Je vous ai montré ce dessinateur la semaine dernière. Certains disent que c'est le Silvio Berlusconi de gauche. Et ben voilà, c'est exactement c'est l'idée qui est revenue dans plusieurs dessins que vous allez voir maintenant. Là, il reprend le portrait de Dorian Gray, donc qui se regarde, et le reflet, donc c'est Silvio Berlusconi. Très joli au passage. Remarquez quand même que là, on est dans la peinture. Hein, c'est fait en peinture. On n'est plus dans du dessin au crayon ou du fusain. C'est autre chose. Même dessinateur Mauro Biani, qui publie dans Il Manifeste. Alors là, je vais vous traduire la petite bulle. Donc, c'est Renzi qui dit, comme une sorte de prophétie, je ferai n'importe quoi pour la gouvernance, même si vous ne votez pas. Donc là, on revient à cette question, le suffrage direct, dont parlait Ziad Limam. Il y a quand même une partie de la population italienne qui est représentée ici par ce dessinateur Mauro Biani, qui n'est pas très heureuse, pas forcément optimiste, qui a un petit peu peur peut-être de ce qui va se passer. Là, encore un dessin. Alors là, c'est pas un dessin, mais vous allez voir, c'est l'affiche qui reprend le film des Cercles des poètes disparus, et le dessin de Mauro Biani toujours. Et pourquoi? Parce qu'apparemment, donc j'ai fait la petite recherche, c'est que
Renzi, il a l'habitude de citer cette phrase assez célèbre du Cercle des poètes disparus où le personnage principal donc, dit « Deux routes divergeaient dans un bois et moi, j'ai pris celle par laquelle on voyage le moins souvent et c'est celle-là qui a tout changé ». Et apparemment, quand il dit ça, il a été applaudi par les membres de son parti qui l'ont poussé aujourd'hui à prendre la direction du Parti démocrate, comme on le voit en haut. Et pour terminer, un autre dessin, là, pas italien, mais espagnol, qui vient du journal La Vanguardia. C'est Cap, un dessinateur espagnol, catalan, et qui donc montre la chute de l'État, mais aussi, ça c'est peut-être qu'il emporte l'Italie avec lui dans sa chute. Donc, un discours... un petit peu différent de ce qu'on a exprimé ici sur ce plateau. On verra bien ce que l'avenir dira. La situation en Centrafrique, on va en parler tout de suite et on l'a appris tout à l'heure. La France a décidé d'envoyer 400 hommes supplémentaires, ce qui va porter bien à 2000 le nombre de soldats français déployés en Centrafrique. Alors cette semaine, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu à Bangui. Il s'est rendu d'ailleurs aussi en province avec la nouvelle présidente centrafricaine, Catherine Samba Panza, qui a dénoncé les exactions des anti-Balaka. On écoute la présidente centrafricaine. Il y a 10 jours, je me suis adressée à la population entière pour attirer son attention sur les velléités de partition que certains nourrissent au sein de la population centrafricaine. Et j'ai réaffirmé ma forte volonté de ne pas céder un seul pouce du territoire centrafricain qui a toujours été uni, laïque. Et donc, à ce sujet-là, je pense que nous allons avoir un langage de fermeté et prendre les mesures qui s'imposent pour qu'aucune velléité de sécession ne puisse prospérer. Francis Patindi, est-ce que la peur aujourd'hui en Centrafrique a changé de camp? Aujourd'hui, ce sont les ex-Séléka hier qui faisaient régner la terreur et aujourd'hui les anti-Balaka. C'est vrai, mais il y a un lien entre le passé immédiat et ce qui se passe actuellement. Moi, je ne pense pas d'ailleurs que ce soit des chrétiens, parce qu'on les présente, les anti-Balaka, comme des chrétiens. C'est des gens qui sont animistes, il y a un mélange de tout là-dedans. Ce n'est pas au nom de la doctrine chrétienne qui vont haussir les musulmans. Je pense que si on n'y prend pas garde, on aboutira à ce que certains prônent une partition de ce grand pays, parce que la Centrafrique fait plus de 600 000 km². Et à force de s'en prendre aux Centrafricains musulmans, mais aux Tchadiens, aux Maliens, aux Sénégalais qui sont là-bas, parce qu'ils ne font pas de discrimination. Et je trouve ça très, très grave. Et le fait d'envoyer 400 soldats supplémentaires, c'est pas ça qui va régler le problème. Parce que les soldats français se retrouvent à faire du maintien de l'ordre. Ils ne sont pas formés pour ça. Ils sont formés pour faire la guerre. Or, l'ennemi il est indicible, on ne le voit pas vraiment. Et va-t-on tirer sur les civils? Vous savez que ça pose d'autres problèmes. Ziad Imam, est-ce que la communauté internationale est aujourd'hui à la hauteur de cette situation? On parle de cet envoi de 400 hommes supplémentaires, mais Francis Patindi le disait à l'instant, ce n'est pas ce qui va changer la donne sur le terrain. Je pense qu'il y a eu au départ une faiblesse générale. On a pensé que l'intervention française, par miracle, allait pouvoir stabiliser la situation. Et on a pensé ensuite que l'arrivée d'un exécutif, j'allais dire, présentable, allait transformer les mœurs politiques de ce pays du jour au lendemain. On découvre que, la situation est elle est très grave et elle était déjà très grave avant, donc on n'a pas mesuré l'ampleur. Et deux, que les forces françaises sont insuffisantes et que le nouvel exécutif centrafricain contrôle à peu près ce que contrôlait l'ancien et le précédent, c'est-à-dire la capitale. Et que quand on parle de la Centrafrique, il y a aussi, les gens pensent qu'on parle d'un pays, structuré, organisé, avec une autorité publique aux quatre coins du pays. En réalité, même le président Bozizé, ex-président Bozizé, contrôlait grosso modo l'État, c'est la ville, en gros. Ce qui est un peu difficile, c'est que les Français sont seuls. Alors, tous les jours, on entend parler de gens qui vont arriver, de troupes supplémentaires, il y a 500 Européens, normalement. Il y a besoin de figer au sol, je ne sais pas comment on dirait en termes militaires, il y a besoin de figer au sol la situation, de faire peur littéralement à toutes ces milices en leur disant maintenant on rigole plus, on tire à vue, etc. Donc c'est aussi les règles d'engagement qu'il faut peut-être changer. On en est là. Mais tous les jours, je veux dire, c'est une situation de guerre civile larvée
quotidienne, avec des victimes quotidiennes, qui commence aussi à choquer l'opinion publique africaine parce que je ne parle pas du politique, je parle des opinions qui se demandent où sont leurs propres politiques, c'est-à-dire où sont les chefs d'État, où sont, à part ceux qui jouent à la stratégie régionale, mais que fait l'Afrique pour cette Afrique-là qui est en train de crever dans son coin? Le grand risque de ce qui se passe au Centrafrique, depuis le début, enfin pas depuis le début, au moment de l'intervention française, on a raisonné comme Siad vient de l'indiquer. Donc c'est une opération brève qui ne va pas demander un déploiement très important, etc. Puis, à partir du moment où on s'est retrouvé sur place, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'on risquait de se retrouver un jour dans la situation du Rwanda. Et donc, l'intervention, elle a commencé le 11 décembre. Nous sommes à 3 mois. Et en 3 mois, vous ne reconstituez pas un État. Or, c'est le chaos. C'est le chaos. Et effectivement, seule la sécurité peut être assurée dans la capitale, qui compte quand même plus d'1 million d'habitants, et donc l'agglomération, beaucoup plus que ça encore. Mais à partir de là, les Français qui font du maintien de l'ordre, vous l'avez très très bien dit, les Français qui font du maintien de l'ordre, en nombre de soldats, sont notoirement insuffisants. Et on le sait depuis le début. Alors, pourquoi la présidente de la République parle-t-elle de risque de sécession? Eh bien, il faut ramener cela à la présence du président tchadien, Idriss Déby, aujourd'hui même à l'Élysée, où on s'occupe de cette question. On va l'écouter, François Dorcival, si vous le voulez bien. Merci pour la position. Merci, François. Écoutez Idriss Déby. Mais il faut maintenant sécuriser le pays et voir réellement ce qui s'est passé et poursuivre d'un côté comme de l'autre côté ceux qui ont été à l'origine, en fait, disons, soit d'épuration ethnique, de massacres ou de comportements, en fait, disons, qui mettent en mal le droit humain. Voilà François Dorcival, Idriss Déby, président tchadien, qui dit qu'il faut sécuriser le pays. Il répondait à la question de l'épuration ethnique, parce que c'est ce dont parlait cette semaine Amnesty International, de nettoyage ethnique. Non, il y a nettoyage ethnique, il y a déplacement de population, et en plus, franchement, encore une fois, il faut imaginer physiquement ce que c'est que la Centrafrique, c'est qu'en dehors des agglomérations, vous ne savez pas du tout ce qui se passe. C'est-à-dire ce qui se passe dans les zones rurales, ce qui se passe dans les villages, ce qui se passe plus loin, on n'a aucune idée, grosso modo, de comment les choses évoluent. Ça aussi, c'est un vrai problème. Alice, quelques dessins. Un dessin ici de Nicolas Vado qui dessine dans le vif et les Échos en Belgique. Donc là, c'est un dessin assez graphique, très triste évidemment, vu la situation actuelle, où il y a beaucoup plus de morts que de soldats. Il y en a 2, un petit Français et puis un autre de l'Union européenne. Ils sont vraiment pas très nombreux au regard de ce qu'il y a autour et ils essayent tant bien que mal de sauver ce qui peut rester encore à sauver. Donc un dessin très triste, assez pessimiste. Et puis ici, il y a un autre dessin qui nous vient d'Afrique, puisque c'est du Burkina que Damien Glaise dessine. Il vit au Burkina depuis 25 ans, même s'il est français d'origine. Il dessine souvent dans Jeune Afrique. Là, c'est un dessin qui a été publié sur afroonline.org et dans un quotidien italien qui s'appelle Vita. Et c'est un dessin qui nous parle donc du politiquement correct. Alors, on a un prêtre à droite, à gauche qui dit « J'espère que ce n'est pas interreligieux, rassurez-vous, c'est juste ethnique ». Et de l'autre côté, quelqu'un qui dit « J'espère que ce n'est pas interethnique, rassurez-vous, c'est juste religieux ». Donc, sur le fait que ça... On a mis du temps avant de parler de vraiment de nettoyage ethnique, comme l'a dit Amnesty International cette semaine. Et c'est un dessin qui met en avant un petit peu voilà, le manque de réactivité peut-être de nos... Alice, vous avez raison. Amnesty International dit nettoyage ethnique. Ils ne disent pas nettoyage religieux. Donc, effectivement, il y a des ethnies... nettoyage ethnique à l'égard des civils musulmans, quand même. Oui. C'est Bon, clair. le mot est ethnique, à l'égard des civils musulmans. Et alors, justement, c'est là où l'on en revient à Idriss Déby et au Tchad. Il faut regarder la carte. Si ces événements se sont produits en Centrafrique, c'est bien parce qu'il y a eu des convois, c'est bien parce qu'il y a eu des transferts de population, des mouvements de population du nord vers le sud. Et naturellement, l'armée tchadienne a une présence majeure, capitale, dans cet espace de l'Afrique. Bangui a été quand même, excusez-moi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bangui a été vidé de sa population musulmane, de centrafricains, de pères et de mères et de grands-pères et de grand-mères. Donc là, il y a quand même un mouvement qui est réel et qui d'ailleurs va créer d'énormes problèmes parce que cette communauté musulmane, c'est celle qui aussi était la communauté commerçante, grosso modo, celle qui faisait tourner le business. Et donc aujourd'hui, il ne restera plus grand-chose à faire tourner. Oui, mais c'est ça, c'est la clé. C'est la clé. Le commerce a amené les populations.
Allez, on fait une pause. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie de notre semaine dans le monde et nous reviendrons sur la visite d'État de François Hollande aux États-Unis et sur l'affaire Vincent Lambert. A tout de suite.